Bonjour à tous. Bon, on va démarrer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Olivier Duc, premier adjoint à la mairie de Tignes, président de la structure Tignes Développement, et donc notamment en charge de la transition du territoire. Donc, la rénovation énergétique fait forcément partie des sujets qui sont prioritaires pour moi, mais pour l'ensemble des élus et pour la commune de Tignes. Alors, voilà, même si dernièrement on a encore vu quelques immeubles poussés, et il y en aura encore un tout petit peu. La stratégie vraiment qui est suivie, c'est vraiment de mettre la priorité à la rénovation. Voilà, Laura va détailler un petit peu la stratégie qui est déployée et l'enjeu sur l'ensemble du territoire avec le nombre de bâtiments qu'on a à rénover. Mais il y a vraiment du boulot et nous, on est vraiment volontariste pour accompagner les propriétaires, les copros dans cette démarche parce que c'est important pour la destination, c'est important pour votre bien, c'est important pour l'environnement, ça, on pourra se le dire et se le redire. Et donc, ça demande beaucoup d'efforts, donc beaucoup de conseils, d'accompagnement. Donc, on remercie Didier de se déplacer pour vous donner et nous donner de l'information, parce qu'on s'en nourrit aussi systématiquement. Et puis je voulais aussi remercier toutes les équipes qui travaillent sur ces projets, parce que c'est pas des projets les plus spectaculaires, c'est pas ce qui se voit de plus, mais c'est tellement structurant et tellement important que ça nécessite qu'on y mette beaucoup d'énergie. Voilà, jusqu'à notre arrivée, on avait vraiment un team développement qui travaillait en lien avec les propriétaires sur la rénovation des appartements. Et puis la mairie qui travaillait sur les projets, les instructions des projets de rénovation. Et vraiment, on s'est dit que pour fonctionner, il fallait absolument qu'il y ait une synergie entre les deux structures. Et c'est c'est représenté ce soir, c'est ce qu'on a réussi à créer pour qu'on ait une vraie cellule rénovation qui se constitue. Et donc Laura, qui est en charge de la stratégie de transition, travaille fortement sur le sujet. En plus, elle était instructrice à l'urbanisme pendant beaucoup d'années, avec grand plaisir. Donc elle connaît très bien le sujet. Et puis à Tignes Développement, on a Coralie qui suit ça au sein du service partenaire propriétaire. Et on va vous présenter une nouvelle recrue qui va vraiment nous permettre de passer un cap. Enfin, voilà, je ne dévoile pas tout, mais c'est voilà, c'est important pour nous de nous structurer pour vous accompagner. Voilà, on pourra pas tout faire, mais en tout cas, la volonté est là et on espère qu'avec ce type de réunion, en tout cas, on va vous aider à y voir plus clair et à lancer les démarches le plus vite possible. Voilà, donc je vais laisser la parole à Laura pour donner quelques infos sur notre stratégie. Bonjour à tous, moi c'est Laura Isabé, je travaille à la mairie de Tignes en charge de la stratégie de transition du territoire. Et comme l'a présenté Olivier, la municipalité en place a validé une stratégie de transition l'année dernière qui repose sur 4 piliers, 20 objectifs et 92 actions. Et il y a un pilier qui consiste en la réduction de notre bilan carbone, avec l'objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici à 2030. Et pour ça, ça passe par la rénovation énergétique des copropriétés. C'est vraiment un gros projet collectif et territorial sur Tignes. Et l'action, alors j'ai plus le numéro en tête, mais il y a une des actions qui est de rénover l'ensemble des copropriétés. Donc là, on a à peu près 130 copropriétés sur Tignes et il y en a encore 90 qui sont à rénover. L'objectif, c'est de rester aussi attractif, de garder un confort d'usage, un confort thermique. Donc on reviendra dessus sur ces détails à l'occasion de la conférence avec Didier. Et voilà, on fait aussi des actions de sensibilisation comme la participation aux assemblées générales. On propose systématiquement au syndic notre présence en début d'assemblée générale pour expliquer les tenants et les aboutissants de la rénovation énergétique. Et on fait aussi des conférences de ce type. On en a une du même type en février.
Et sachez qu'elle est enregistrée. Voilà, on a notre technicien de communication derrière vous qui enregistre. Et ce sera retransmis sur le site internet de la mairie de Tignes et la chaîne YouTube de la mairie de Tignes. Donc s'il vous plaît, pensez bien à éteindre vos téléphones. Et donc la conférence va durer à peu près 45 minutes, 1 heure. Et après, on laissera la place aux questions-réponses. Voilà, je laisse la parole à Coralie de l'Office du tourisme. Merci. Bonsoir à tous, Coralie Deschamps. Du coup, je supervise le partenariat propriétaire. Je suis accompagnée de Marie, donc, qui vient de nous rejoindre lundi, tout fraîchement, et qui va avoir un rôle, comme le disait Olivier, assez accélérateur sur la rénovation énergétique, puisqu'elle est du coup ingénieure en bâtiment de formation, et elle nous rejoint pour vraiment vous accompagner sur cette partie-là. Ça fait un petit moment qu'on en parle, et donc on a enfin trouvé quelqu'un qui pourra accompagner les propriétaires de façon très proche sur la rénovation énergétique des copropriétés à Tignes. Ensuite, donc, je voulais quand même dire un petit mot sur le partenariat propriétaire. J'espère que tout le monde connaît l'existence de ce partenariat à Tignes. Si vous êtes propriétaire et que vous n'avez jamais entendu parler de nous, c'est le moment. Vous avez toutes nos coordonnées. Qu'est-ce qu'on fait ? On vous accompagne de façon en général. On vous donne de l'information, ce qui se passe sur la station. On propose aussi un programme avec des avantages pour vous inciter à l'occupation ou à la location. On a une adhésion club qui va être disponible à partir de cet hiver pour étendre encore plus nos adhérents, enfin ouvrir vraiment le partenariat à tout le monde. On va l'ouvrir aux propriétaires à la saison, aux propriétaires à l'année, on va l'ouvrir aux propriétaires qui sont habitants dans leur appartement. On vous accompagne sur la déclaration de la taxe de séjour, on vous propose des subventions de rénovation pour l'intérieur de vos appartements. On vous invite à des événements vraiment spéciaux pour les propriétaires. Qu'est-ce que j'oublie ? On vous accompagne et on classe vos appartements en meublé de tourisme. On a un service où on est agréé pour le classement en meublé de tourisme. Voilà, on fait tout ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous laisse quelques brochures à disposition sur la table. Et comme l'a dit Laura tout à l'heure, on passe aussi dans les AG de CoPro, sur accord des syndics et des conseils syndicaux, pour vous parler de la rénovation énergétique et de ce qu'on peut vous apporter et de ce qui a pu être fait déjà sur Tignes. Pareil, je vous laisse une petite brochure qui récapitule tout ça. Très bien, merci. Je laisse la parole à Monsieur Chomaz. Je vous dis bonsoir. Donc je suis Didier Chomaz. Donc moi je suis ingénieur conseil en matière d'économie d'énergie dans l'habitat depuis à peu près 25-30 ans. J'ai travaillé pendant longtemps dans une association qui s'appelle l'ASDER, qui est l'association de référence en Savoie sur les questions des économies d'énergie et des énergies renouvelables. Et donc maintenant, je suis indépendant à mon compte. Et donc, je travaille beaucoup pour les copropriétés et plus particulièrement pour les copropriétés en station. Donc, les copropriétés plutôt à usage touristique qui sont à occupation saisonnière. Donc, sur la vallée de la Tarentaise, je travaille en collaboration avec un bureau d'études de Bourg-Saint-Maurice. Alors, normalement, c'est eux qui font la conférence là, ce soir. C'est le bureau d'études Black Sheep, donc à Bourg-Saint-Maurice. Et donc, on anime tous les deux la plateforme énergétique sur la vallée de la Tarentaise qui s'appelle Coach Rénov, dont on va parler aussi, qui a un accompagnement gratuit pour à la fois les maisons individuelles, mais aussi les copropriétés, et qui est financé par des fonds européens que va chercher l'APTV. L'APTV, c'est un syndicat mixte de territoire qui regroupe les 5 communautés de communes de la vallée de la Tarentaise.
Alors, ce soir, on va parler un petit peu du contexte énergétique. Pourquoi rénover? La rénovation énergétique et ses solutions techniques, les aides en copropriété. On va faire un flash sur ce qu'on appelle le contrat chaleur, les contrats chaleur renouvelables. Donc là aussi, c'est des aides financières qui sont attribuées pour des productions de chaleur à l'aide des énergies renouvelables. Et on va présenter des retours d'expérience sur Tignes, puisqu'il y a on a à peu près 10 références en fait, de copropriétés qui ont déjà fait une rénovation globale énergétique sur Tignes. Alors, donc le contexte, depuis janvier 2021, le département de la Savoie ainsi que les collectivités savoyardes vous proposent un service gratuit de la rénovation énergétique pour donc trouver les solutions techniques, l'utilisation des énergies renouvelables, les aides financières, donc c'est du conseil pour des économies d'énergie au quotidien aussi. Donc en Savoie, ce service est assuré par l'ASDER, l'Association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables. Donc dans une première approche, c'est eux qui assurent le premier conseil, le conseil de premier niveau, le conseil téléphonique ou le conseil sur rendez-vous, ou déjà après analyse, on va dire, des premières factures, des factures, des consommations d'énergie, pour déjà donner une première orientation. Et donc le conseil, on va dire, plus poussé, où là on participe à des assemblées générales de copropriété, également pour les conseils syndicaux de copropriété, où là on définit avec la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage c'est la copropriété, les différentes solutions, les aides financières. Donc ça, on a donc ce programme avec la PTV qui est donc un conseil approfondi sur les solutions d'économie d'énergie. Donc pour ça, on demande aux copropriétés, comme c'est un conseil gratuit, qu'elles s'engagent, alors non pas à réaliser des travaux, mais à envisager au moins un gain énergétique de 35%, de baisser leur consommation d'énergie d'au moins 35%. Il n'y a pas une obligation de résultat, mais c'est plus une obligation morale pour dire que nous, on fait quand même on vous fait un service gratuit. Il ne faut pas que derrière, en fait, ce soit un petit peu pour rien, en quelque sorte. Donc, il faut quand même un engagement aussi des copropriétés, donc d'aller, de vraiment envisager, en fait, d'aller vers une réduction de la consommation d'énergie. Donc, ça passe par notre travail, par une visite technique du bâtiment. L'accompagnement technique, normalement, les copropriétés ont dû faire un audit énergétique qui est obligatoire, qui a été obligatoire. Tous ne l'ont pas fait. Et puis, donc, de faire un peu de l'ingénierie financière, c'est-à-dire de faire des calculs économiques à travers, on va dire, les différentes solutions d'économie d'énergie qui vous sont offertes. Donc le flyer de Coach Rénov', c'est comme ça que s'appelle cette plateforme énergétique. Donc là, on va entamer à partir du mois de septembre en fait une nouvelle session. Donc c'est Coach Rénov' 3. Il y a déjà eu une période 1, une période 2 et une période 3, et ce sont des périodes de 3 ans. C'est-à-dire que sur les copropriétés qui sont conventionnées, on s'engage à les accompagner pendant 3 ans. Alors donc, pourquoi rénover ? Donc là, c'est un graphique en fait qui montre l'évolution du prix des énergies, et donc elles sont plutôt à la hausse, avec parfois en effet un peu des effets retour à des prix plus bas. On le voit avec le fuel là, qui est en train de redescendre en ce moment. Il était monté
à donc 16-17 centimes d'euros le kilowattheure. Là, on est plutôt à 12-13 centimes. L'énergie la plus chère reste l'électricité. Donc là, on est plutôt à 25 centimes d'euros le kilowattheure. Le fuel, le gaz en citerne à 12 centimes. Le gaz naturel à 10 centimes. Le granulé bois à 9-10 centimes. Et ensuite, le bois bûche à 4 centimes d'euros le kilowattheure. Et on a mis l'énergie solaire. L'énergie solaire, c'est un investissement, mais après, vous ne payez pas l'énergie que vous produisez avec donc, des capteurs solaires. Les différentes énergies et leur impact en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Le fuel est l'énergie la plus impactante, à 300 grammes de CO2 par kilowattheure fourni. Le gaz naturel, on est plutôt entre 200 et 250. L'électricité, alors là, on va parler chauffage électrique, puisque l'électricité moyenne, on est plutôt à 50 grammes de CO2, mais le chauffage électrique, qui est, on va dire, une utilisation de l'électricité saisonnière en hiver. En hiver, on est obligé soit d'importer de l'électricité des autres pays européens, et là, c'est plutôt des centrales au gaz ou au charbon qui sont utilisées pour du chauffage électrique l'hiver. Alors, c'est vrai qu'à Tignes, on est plutôt entouré de centrales hydroélectriques, et que ces centrales hydroélectriques, ce qu'on appelle les centrales hydroélectriques de barrage, fonctionnent plutôt pendant les périodes de pointe de demande d'électricité, donc quand le chauffage électrique a tendance à beaucoup plus fonctionner. Mais voilà, après, il y a effectivement, on va dire, plusieurs études, mais les différentes études disent le chauffage électrique, on est plutôt aux alentours des 150 grammes de CO2 par kilowattheure électrique produit. Et le bois, le bois, on est à 30. Donc là, on compte que les émissions directes, en quelque sorte. Quand on brûle du bois, on ne compte pas, on va dire, des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on considère que nos forêts s'accroissent suffisamment. Alors c'est de moins en moins le cas, on va le dire. On va dire notre puits de carbone, il est plutôt en baisse. Parce que nos forêts sont quand même, avec le réchauffement climatique, comment dire, en difficulté, en quelque sorte. On voit aussi les effets avec les incendies. Et alors, on compte quand même là un petit peu d'émissions indirectes avec le bois énergie. Le chiffre qui est pour l'instant annoncé, c'est 30 grammes de CO2 par kilowattheure produit avec le bois. Alors quand je dis on ne compte pas les émissions indirectes, c'est quand c'est tout ce qui est, par exemple, pour les travaux, on va dire les chantiers, en fait, qu'on devrait aussi compter. C'est-à-dire quand on fait un chantier de rénovation énergétique, le chantier, les déplacements pour ce chantier consomment de l'énergie également. Alors le réchauffement climatique, on voit qu'effectivement qu'on est sur une tendance, on va dire, vers une élévation de la température on est sur une tendance là d'une élévation de la température de 2 degrés. Donc ça a un impact environnemental. Donc on va dire, au niveau gouvernemental, a été mis en place des plans. Par exemple, la stratégie nationale bas carbone dit qu'il faudra qu'on atteigne une neutralité carbone en 2050. Actuellement, au niveau national, nos émissions de gaz à effet de serre sont légèrement en dessous de 400 tonnes de CO2 par an. 400 voilà, donc 400 millions de tonnes, je suis un peu perdu là dans les chiffres, 400 millions de tonnes de CO2 en France. Donc il faudra qu'on atteigne 80 millions de tonnes de CO2 en 2050 et que notre puits de carbone c'est-à-dire que nos forêts, essentiellement, nos prairies,
absorbe suffisamment de CO2 pour qu'on atteigne une absorption de 80 millions de tonnes de CO2. Voilà. Donc, la valeur verte, on va dire, c'est-à-dire quand on va dire des bâtiments en fait sont rénovés, eh ben, on s'aperçoit que dans les ventes immobilières, ces logements gagnent de la valeur. Donc là, c'est ce qu'on montre à travers, on va dire, des études régionales qui ont été faites entre différentes régions de France. Quand on est, on va dire, en étiquette énergétique AB, ce sont des logements qui ont à peu près 15% de valeur immobilière en plus que ce que l'on appelle les passoires énergétiques, c'est-à-dire des logements qui sont en étiquette F ou G. Vous savez que chaque logement, chaque bâtiment a une étiquette énergie. Les bâtiments les moins énergivores on va dire en A, les bâtiments les plus énergivores sont en G. D'ailleurs, les bâtiments G, à partir du 1er janvier 2025, ne seront plus autorisés à être loués. Donc on va dire ce qu'on appelle des diagnostics de performance énergétique pour déterminer cela. Donc à partir de 2025, les G ne pourront plus être loués, les F à partir de 2028 et les E à partir de 2034. Alors là, il y a eu quand même quelques adaptations. Une des adaptations récentes, donc là, ça vous concerne à Tignes, puisque vous êtes en altitude, on va être un peu plus souple en termes du seuil de consommation énergétique pour les bâtiments qui sont en F ou G, qui sont considérés comme des passoires en fait, puisque on considère qu'un logement étant on va dire en F quand il dépasse 330 kWh par mètre carré par an. Et il est en G quand il dépasse 420 kWh par mètre carré par an. Donc pour les logements à plus de 800 mètres d'altitude, comme ils sont plus énergivores puisqu'ils ont plus de besoins de chauffage, donc récemment a été relevé le plafond donc de 330 à 390. Donc ils vont rester E si ils ne dépassent pas 390. Et le G, ça va être 500. Et puis, il va y avoir un deuxième seuil aussi qui a été modifié. Ce sont pour les petits logements. Donc ça aussi, ça date du 1er juillet de cette année. On s'est rendu compte qu'on pénalisait les petits logements qui, parce que en fait, ces ratios, on les ramène au mètre carré à chauffer. Et donc là, pareil, donc à 40 mètres carrés, donc ça reste identique, mais après, on va baisser, en fait, on va élever, on va dire, on va dire le seuil. Donc si on va dire complètement de l'autre côté, c'est-à-dire un logement de 10 mètres carrés, il restera A si il est, on va dire, en dessous de 124 kWh par mètre carré par an, alors que classiquement, c'était 70. Les logements A, c'était ceux qui étaient en dessous de 70. Là, pour un logement de 10 mètres carrés, ça sera 124. Pour un logement de 20 mètres carrés, ça sera, on va dire, 86. Voilà, donc là, on assouplit, parce qu'on se rend compte aussi que dans le cadre en fait, de ne plus pouvoir loger des logements, les petits logements risquent d'être sanctionnés. Alors, l'amélioration du confort, on va dire l'intérêt d'isoler, il y a un net confort qui est
qui est accrue quand vous isolez, on va dire, les parois de vos logements en évitant ce que l'on appelle l'effet de parois froides. Hein, c'est-à-dire dans les logements qui sont mal isolés, quand vous avez une température extérieure de l'ordre de 0 degré, vous voulez de l'air intérieur à 19, qui est, on va dire, du confort, vous avez des parois à 12 degrés. Hein, et donc vous avez, en termes techniques, on appelle ça un peu une couche limite en quelque sorte, c'est-à-dire une variation de la température de l'air qui est très importante des parois jusqu'au milieu du logement. Donc ce qui crée, on va dire, des inconforts. Et ce qui fait que dans ces logements, on a tendance à mettre les radiateurs à des très hauts niveaux de température, et ce qui fait d'une consommation d'énergie plus importante. Donc le fait d'isoler les logements permet d'avoir une température beaucoup plus homogène dans les appartements et avec un niveau de confort meilleur pour des températures de 18 à 20 degrés, alors que quand ils sont mal isolés, il faut souvent monter à 21, 22, 23 degrés. Alors, comment on fait des économies d'énergie, il y a l'association Négawatt qui a mis en place en fait des scénarios de consommation d'énergie qui s'appuient sur trois piliers. Ce que l'on appelle la sobriété énergétique. La sobriété, c'est le comportement. C'est régler votre chauffage à un niveau le plus bas possible. C'est aussi la responsabilité des syndics de copropriété. On le verra après sur comment, on va dire, bien programmer les dalles chauffantes. Par exemple, quand c'est du chauffage électrique en dalle, les chauffages de base, ou les lois d'eau, on va dire, qui déterminent la température d'entrée de l'eau dans les radiateurs. Donc c'est on va dire, les économies d'énergie à travers les gestes. Et là, en fait, c'est un gros potentiel. Si actuellement, par exemple, notre consommation d'électricité en France, elle est en train de baisser depuis 2022. On l'a vu avec l'augmentation du prix de l'électricité particulièrement. La sobriété, le comportement des gens, effectivement, avec le prix de l'énergie élevé, a fait que notre consommation d'électricité, qui était pendant toutes les années 2010 à 2020 de 480 TWh par an au niveau national, elle est descendue à 445 TWh. C'est l'équivalent à peu près de 3 réacteurs nucléaires type EPR. C'est le gros réacteur qu'on est en train de construire à Flamanville. Là, c'est comme si on avait fait l'économie de construction de 3 réacteurs nucléaires juste avec la diminution de la consommation d'électricité sur les années 2021, 2022 et 2023. Et la tendance est encore à la baisse sur 2024. Voilà, et c'est essentiellement de la sobriété. Alors, il y a les programmes, bien sûr, de ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Donc l'efficacité énergétique, c'est le deuxième pilier. C'est tous les travaux d'isolation, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. C'est aussi le calorifugage des réseaux, des réseaux de chauffage dans par exemple les chauffages collectifs, où vous avez une chaufferie qui est en bas, au sous-sol, pour alimenter des immeubles, et où il faut faire tout le réseau de distribution du chauffage jusqu'à l'étage 10 ou l'étage 20. Donc il faut que tous ces tuyaux, qui n'étaient pas forcément bien isolés lors de la construction de ces bâtiments, eh bien le soient. C'est l'efficacité énergétique. Et puis donc après, d'essayer de produire le plus possible d'énergie avec les énergies renouvelables, qui sont les plus exemplaires en matière d'impact sur l'environnement et sur l'effet de serre. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail donc des bâtiments avec les solutions techniques. Alors ce que l'on fait, on fait des analyses par exemple à la caméra thermique. Donc là, c'est des visualisations que vous voyez sur la photo
on va dire des photos de prises de l'extérieur. Alors on le fait quand les parois ne sont pas ensoleillées. Donc il faut soit l'idéal, c'est de faire ça de bonne heure le matin ou tard le soir quand il fait déjà bien nuit pour bien y voir. Et donc on a en fait une visualisation avec la caméra thermique qui va nous donner donc des différentes couleurs. Et en fait, les couleurs représentent la température des parois. Donc ici, quand vous voyez une couleur plutôt jaune-orangé, c'est que c'est plutôt une paroi plus chaude. Et quand la paroi est de couleur violette, c'est plutôt une paroi froide. Donc quand on prend donc la caméra thermique et qu'on voit, on va dire, des parois chaudes avec une visualisation de l'extérieur, c'est plutôt des parois qui perdent de la chaleur. Donc on les soupçonne, on va dire, de ne pas être très bien isolées. Donc là, vous voyez, par exemple, donc je prends le curseur, là, par exemple ici, là, autour des fenêtres, vous avez là plutôt de la couleur jaune. Donc on s'attend ici à ce que ce soit pas bien isolé, et donc ça serait sûrement une priorité à faire en termes d'isolation. Alors que par exemple ici, on a plutôt de la couleur violette, donc, donc une paroi plus froide, ça veut dire que la chaleur, en fait, elle ne traverse pas la paroi. Là, on voit un peu on peut soupçonner, on va dire, que c'est, par exemple ici, c'est isolé par l'intérieur, et là, on voit les ponts thermiques, en fait, des dalles, on va dire, s'il y a de l'isolation par l'intérieur, on va dire les dalles aux différents étages ne sont pas isolées, et donc ici, elles sont plus chaudes. Alors, on regarde aussi, voilà, là, on voit un peu alors après, il faut toujours être vigilant avec ces visualisations à la caméra thermique. Par exemple, quand on a des bardages bois. Quand on a des bardages bois, souvent derrière, c'est ventilé. Et là, on peut rien voir, on va dire, à la caméra thermique de l'extérieur. Et donc, c'est plus précis, on va dire, de faire des visualisations à la caméra thermique de l'intérieur. Par exemple, ici. Alors là, c'est le contraire, on va dire, par rapport à tout à l'heure. C'est-à-dire, quand on voit une paroi qui est froide, ça veut dire qu'il y a un manque d'isolation. Donc, de l'intérieur, quand on va voir de la couleur violette, ça veut dire qu'il y a un déficit d'isolation. Donc là, on va dire on est à une jonction entre deux murs et un plafond. Et on s'aperçoit ici qu'il y a un point froid qui, on va dire, va entraîner du développement de moisissures. On va dire, ces traînées noires. Donc c'est aussi de la dégradation des parois, on va dire, de l'appartement à travers le développement de ces moisissures. Ici, on voit aussi, par exemple, au niveau des fenêtres, alors là, on le voit très bien, on va dire de l'intérieur, le manque de joints, le manque d'étanchéité à l'air, donc au niveau des jonctions des fenêtres. Voilà. Là, on voit, par exemple, aussi le pont thermique des chevrons. On voit que là, c'est on va dire des immeubles, par exemple, qui ont été faits dans les années 80, où, par exemple, à l'époque, on utilisait beaucoup de la laine de verre. La laine de verre a été posée, on va dire, entre les chevrons. Et donc là, on voit bien, on va dire, le pont thermique des chevrons. Et puis là, au niveau de la jonction aussi avec le mur, là, comme on a deux parois qui font jonction, donc là, on va dire, les deux faces, en fait, qui sont déperditives. Donc, il est assez classique qu'au niveau des jonctions de parois, on ait un espace plus froid. Donc voilà un petit peu donc on va dire dans le détail et l'intérêt, on va dire, au niveau des murs, de l'isolation thermique par l'extérieur par rapport à l'isolation thermique par l'intérieur. Par l'intérieur, donc, on a le pont thermique des dalles parce qu'il y a cette rupture d'isolation que l'on n'a pas, on va dire, avec l'isolation thermique par l'extérieur. Alors, ce qui est toujours difficile à traiter, et ça, généralement, on ne le fait pas parce que c'est trop problématique, c'est trop coûteux, c'est quand il y a des balcons.
quand il y a des balcons, souvent le pont thermique, malgré une isolation thermique par l'extérieur, le pont thermique reste, sauf si on décide en fait de fermer les balcons. Alors là, vous avez une copropriété en plein chantier en ce moment à Tignes, où justement, donc la décision a été prise en fait de fermer les balcons pour justement couper le pont thermique. Donc on va dire de la façade, surtout que c'est une façade quadrillée, c'est-à-dire qu'il y a donc les balcons, mais il y a aussi les séparations, on va dire des appartements, au niveau des balcons des appartements, qui font aussi pont thermique, c'est-à-dire c'est comme si le mur de refend se prolongeait vers l'extérieur. Donc voilà, ça a été assez difficile à convaincre au moins une grosse majorité des propriétaires à aller vers faire ce concept, parce que c'est aussi plus coûteux. Mais il y a aussi de la revalorisation immobilière et du gain, on va dire, de l'espace. Alors, les balcons sont transformés ici en espace intérieur, en quelque sorte. On crée une véranda, en quelque sorte, et on valorise aussi mieux, on va dire, les apports solaires. Moi, j'ai eu une remarque quand je suis allé à une assemblée générale d'une copropriété dans la station voisine de La Rosière, qui est très ensoleillée. Et en fait, ils ont des avancées de balcons tellement longues dès le mois de mars, au mois d'avril, ils disent « mais on a plus froid dans les appartements qu'au mois de janvier et qu'au mois de février, parce qu'ils n'ont plus de soleil dans leurs appartes à cause et ça les embête, ils sont même obligés de mettre le chauffage plus chaud. Et comme c'est la station de La Rosière, très ensoleillée, au mois de janvier, ils ont le soleil est beaucoup plus bas, ça rentre. Voilà, donc si on peut créer effectivement ces espaces vérandas, avec en plus le soleil rasant, on a des apports solaires, on dit passifs, gratuits, qui sont importants de cette façon-là. Voilà, autre remarque aussi, c'est que isolation thermique par l'extérieur, si vous avez les fenêtres, on va dire, au nu intérieur, il faut aussi traiter on va dire ce qu'on appelle l'embrasure de la fenêtre, c'est-à-dire l'endroit où vous pouvez avoir un pont thermique, c'est-à-dire faire la jonction jusqu'à la fenêtre, ou alors ça serait déplacer la fenêtre au nu extérieur, ce que l'on fait dans le neuf. Parce que maintenant, dans le neuf, on va dire, de plus en plus de réalisations sont faites avec isolation thermique par l'extérieur. On place au niveau de la maçonnerie la fenêtre au nu extérieur, pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas le pont thermique. Alors, justement, ça fait la jonction avec les vitrages. Donc maintenant, on va vers des vitrages. Alors, ce qui caractérise en quelque sorte le vitrage, c'est son coefficient U. Donc, on essaye d'avoir au moins des vitrages qui aient des coefficients U qui soient inférieurs à 1,5, au moins 1,3 même, du double vitrage, donc ce qu'on appelle le UW. Le UW, c'est le U Windows, Windows fenêtre en anglais, qui est, on va dire, la transmission de la chaleur à travers la menuiserie, paroi vitrée plus donc la paroi opaque de la menuiserie, c'est-à-dire soit du bois, soit du PVC, soit de l'alu. On va dire après dans les vitrages les plus performants, c'est du triple vitrage. Alors c'est beaucoup plus lourd, donc là il faut faire attention aussi à comment les mettre. Généralement c'est vraiment dans des grosses réhabilitations, c'est-à-dire quand on fait une dépose totale, c'est-à-dire que l'on enlève le dormant. Et donc alors, la dépose totale, elle a un peu la contrainte, c'est qu'il faut revoir en quelque sorte la décoration intérieure de l'appartement. Donc c'est vraiment dans des grosses rénovations.
qu'on le fait, et particulièrement aussi si on constate qu'il y a un problème d'étanchéité entre la fenêtre, le dormant de la fenêtre et sa maçonnerie. Si le propriétaire ne veut pas trop toucher son appartement parce que la déco intérieure a déjà été rafraîchie, et ben, souvent il laisse le dormant et il met un nouveau dormant sur le dormant existant. Ce qui fait qu'on perd un peu de surface vitrée de cette façon-là. Alors là aussi, il faut mettre le nouveau dormant, la même composition que le dormant existant. C'est moins cher, c'est normalement un petit peu moins efficace. Et voilà. Donc c'est un petit peu, on va dire, nous, notre rôle de conseiller là-dessus, sur les coûts, sur donc les différentes façons de renouveler en fait les ouvrants, et c'est un petit peu du cas par cas en fonction de la motivation, de comment est l'appartement aussi au niveau on va dire le niveau de réhabilitation de l'appartement. Voilà. Donc en toiture, on a, comme la chaleur, elle a tendance à monter naturellement. On va avoir, on va dire, des coefficients de résistance à la chaleur en toiture, on va dire, plus élevés. Donc pour avoir des aides financières, on veut au moins un R de 7,5. On cherche le 8, en fait, donc environ 30 cm d'isolant. Je ne l'avais pas dit pour les murs, où on cherche plutôt, on va dire, des coefficients supérieurs à 4. On est plutôt à 3,7 pour avoir les aides financières donc au niveau des murs. Donc là, on est plus exigeant donc au niveau de la toiture. On essaye aussi de limiter les ponts thermiques, et c'est pour ça que d'envisager, on va dire, une rénovation globale, ce qui est intéressant, c'est que ça permet, on va dire, de bien faire la jonction entre la toiture et le mur pour éviter un pont thermique à la jonction des deux. D'ailleurs, dans beaucoup de cas, si on fait que la rénovation de la toiture, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'économie d'énergie. Ça, je l'expliquerai tout à l'heure, puisque généralement, les logements qui sont au dernier niveau chauffé, comme la chaleur monte naturellement, ce ne sont pas les plus déperditifs. Les plus déperditifs, ce sont plutôt les logements du rez-de-chaussée. Et donc, si on refait que l'isolation de la toiture, l'exploitant de chauffage va dire moi, je ne vais pas revoir la loi d'eau. C'est-à-dire qu'on va chauffer pareil, on va dire, les logements, et ça va avoir un impact qui ne va pas être très très important en matière d'économie d'énergie. C'est-à-dire que ça va jouer uniquement avec les robinets thermostatiques des logements, des appartements sous toiture, et surtout en station où les logements ne sont pas occupés à l'année, et généralement on fait plutôt du maintien en température, on fait du réduit de température quand les logements ne sont pas occupés. Il n'y aura pas un impact très très élevé si on fait que la rénovation de la toiture d'un point de vue travaux. Au niveau beaucoup de toitures sont aussi en toiture terrasse. À Tignes, il y a beaucoup de porte-neige, c'est-à-dire quand on n'a pas des toitures qui sont à deux pans, on a plutôt des toitures avec des porte-neige. C'est un peu tous ces bacs acier, imitation glacier que l'on a à Tignes. Donc c'est un porte-neige. Et donc dessous, on a une dalle en béton plate, et c'est là-dessus que est traitée l'étanchéité de la toiture, le bitume qui est mis qui fait étanchéité, et c'est là-dessus aussi qu'on met l'isolation. Donc dans beaucoup de toitures d'ailleurs, quand l'étanchéité n'est plus très bonne, quand on commence à avoir des infiltrations d'eau dans les logements sous toiture, ça veut dire que le porte-neige est à refaire, et donc on revoit l'isolation de la toiture. On voit le porte-neige est à refaire. Souvent on voit des infiltrations de neige dans cet espace là qui est montré sur la photo, et donc on en profite pour aller plus loin, c'est-à-dire pour aussi faire l'isolation thermique des murs par l'extérieur, en même temps que le porte-neige.
Et donc, on est déjà là dans une rénovation globale. Donc, on peut aller aussi, après, chercher les vitrages pour avoir une bonne cohérence, on va dire, entre ces différents lots de travaux, mais qui sont liés parce qu'ils se joignent les uns aux autres. Après, on a donc les planchers bas. Donc là, alors, avant les planchers bas, donc il y a aussi les combles. Quand on est, par exemple, quand on a des combles, on va dire ces espaces où on peut insuffler, on va dire, de l'isolant, de la laine de roche, de la ouate de cellulose ou de la laine de verre. Donc là, on arrive à avoir donc, des R aussi qui peuvent être très élevés avec 30 cm d'épaisseur. Donc c'est beaucoup moins cher qu'on va dire que les travaux d'isolation thermique des murs. Les murs, on est plutôt à 150 € hors taxe du mètre carré. Quand il faut refaire, on va dire, des toitures, on est plutôt au-delà des 300-400 € du mètre carré. Là, c'est par exemple ce qui peut être pris en charge donc par les certificats d'économie d'énergie en termes d'aide financière. C'est là où à 50-60 € du mètre carré, certaines sociétés proposaient à des copropriétés ce type de travaux, comme ils ne sont pas très chers, de le faire sans reste à charge, comme on va dire les planchers bas, puisque les planchers bas, on est à peu près au même prix, de l'ordre de 50 € du mètre carré, et où les certificats d'économie d'énergie, en termes d'aide financière, pouvaient correspondre au coût des travaux. Voilà. Donc là, on voit aussi quand on peut faire de l'isolation projetée, on le fait aussi puisqu'on épouse bien les formes. Là, on voit qu'avec sur la photo que je vais vous montrer là, voilà, là on a en fait du polystyrène qui est donc fixé avec des rosaces en quelque sorte au plafond d'une cave. Et toutes les parties n'ont pas été traitées parce que voilà, ce sont des petites parties. Donc là, moi ça m'arrive, on va dire, quand on va dire ce type de travaux est fait, moi je le fais, on va dire, un peu sous forme de chantier participatif après coup, quand ça a été posé comme ça, où les propriétaires vont combler un petit peu les trous, on va dire d'isolation, c'est-à-dire faire participer, on va dire, les propriétaires. Moi je le fais aussi pour le calorifugage des réseaux. Puisque le calorifugage des réseaux, il y a aussi des entreprises qui le font sans reste à charge, mais ils font le gros. Après, voilà, je dis, regardez, là, il y a des brides de vannes, par exemple, qui sont assez volumineuses, qui n'ont pas été isolées, et où on peut, on va dire, ajuster, on va dire, ce type de travaux. Donc voilà un peu sur les travaux d'isolation. Là, je vais parler aussi là de l'importance en termes d'économie d'énergie sur les bonnes programmations du chauffage. Donc là, on va prendre l'exemple en fait des dalles chauffantes électriques. Alors si on regarde un petit peu l'historique de la construction des bâtiments en station, on va dire les années 50, 60 jusqu'en 1975. Là, vous êtes avec beaucoup de bâtiments qui sont en chauffage hydraulique, avec du fioul souvent. On est, on va dire, à une époque où on va dire, la crise énergétique n'était encore pas là. Une énergie pas chère, la problématique environnementale, très peu en parlait. Et donc, on va dire, beaucoup de constructions sans isolation, avec du chauffage au fioul. Après, on arrive début des années, on va dire fin des années 70. Là, on est à une époque où on a eu la crise pétrolière, augmentation du coût du pétrole, et qui fait que on est aussi dans le début, on va dire, de la construction des centrales nucléaires.
on en construit énormément de réacteurs nucléaires, on va dire, dans les années, fin des années 70, début des années 80, que maintenant on est à 58 réacteurs ont été construits jusqu'au début des années 2000. Et donc, on a presque construit trop à cette époque-là. Et donc, ça a été de dire, il va falloir évacuer, on va dire, cette production d'électricité avec le nucléaire, donc faire du chauffage électrique. Donc ça a été, on va dire, l'époque de la promotion, on va dire, du chauffage électrique. Donc, on va dire, tous les nouveaux bâtiments de la fin des années 70 jusqu'au début des années 2000, c'est beaucoup de bâtiments avec des bases chauffantes électriques, des bases chauffantes électriques qui est normalement là pour faire au moins le hors-gel, mais dans beaucoup de cas, ça a été décidé de faire du 10 à 15 degrés, c'est-à-dire du maintien en température, complété derrière par des convecteurs. Donc tous les bâtiments, on va dire, de la fin des années 70 au début des années 2000, et il y en a eu quand même pas mal qui ont été construits à cette époque-là, un peu moins à Tignes, mais il y en a, donc ont été faits avec ce concept-là, donc de base chauffante électrique. Et donc là, on en est maintenant, donc moi je suis beaucoup de copropriétés comme ça, avec l'augmentation du prix de l'électricité, comment bien régler le chauffage de base. Et il ne faut surtout pas le régler trop haut. Il ne faut surtout pas que ces logements, on va dire, avec la dalle chauffante, dépassent 19 degrés de température. Ça veut dire que la dalle chauffante est réglée trop haut si des propriétaires constatent qu'ils ont plus de 19 degrés dans leur appartement juste avec la dalle. Moi, j'ai eu des retours qui me disaient « mais nous, on a 22-23 degrés juste avec la dalle et on est obligé d'ouvrir les fenêtres. » Donc, c'est du gaspillage. Donc, il faut à tout prix, on va dire, baisser, on va dire, le chauffage de base à des niveaux plus bas. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de modéliser un petit peu par ce graphique-là, c'est-à-dire tout ce qui est apport gratuit. Donc, qu'est-ce que c'est les apports gratuits ? Les apports gratuits, ce sont déjà l'ensoleillement qui rentre par les vitrages. Mais quand les appartements sont très densément occupés, et ça, c'est déjà le cas à partir du mois de février, quand on a une densité d'occupation et que le soir, tout le monde fait sa bonne raclette avec donc l'appareil à raclette. Donc, tout ça, ça fait de la chaleur. Donc tout ça, ce sont des apports gratuits. Donc moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que surtout à partir du mois de février, il faut à tout prix baisser la dalle chauffante parce que là, on a une occupation et si les personnes ont froid dans leur logement, elles peuvent aussi allumer leur convecteur. Et donc beaucoup l'ont fait. Moi, j'ai des stations où, par exemple, comment dire, il y a, on va dire, les syndics, suite à nos conseils, ont donné cette consigne et on est sur des économies de 20 à 30% juste sur d'avoir revu, on va dire, la programmation des bases chauffantes électriques. Voilà. Et on a un petit peu, on va dire, la même chose avec le chauffage hydraulique. Les enjeux, on va dire, d'économie d'énergie vont être beaucoup dans comment les exploitants de chauffage vont programmer la température de l'eau entrante dans les radiateurs. Donc j'ai voulu mettre à côté, on va dire, des radiateurs mal placés, là qu'on voit avec la caméra thermique, quand les radiateurs sont encastrés dans le bâtiment, puis surtout quand on y met, on va dire, on veut souvent les cacher, sauf que si on veut les cacher à travers donc la photo, la chaleur, on va dire, se transmet très mal à l'espace intérieur et on doit mettre des températures d'entrée de l'eau dans ces radiateurs extrêmement élevées et donc ça fait beaucoup d'énergie consommée. Donc quand on a on va dire des appartements où les radiateurs sont encastrés, on va dire, dans les cloisons, c'est très mauvais en fait, parce que
ça ne permet pas, on va dire, de revoir la loi d'eau, d'où l'importance aussi que les radiateurs soient bien placés et puissent fournir de la chaleur à un niveau plus bas de température. Alors, donc, les aides en copropriété. Donc déjà, il existe, pour obtenir des aides, qu'il y ait au moins, on va dire, des performances minimales à respecter, des coefficients R à respecter. Et souvent, quand il y a des dossiers de demande de subvention à faire, il ne faut pas signer les devis tant que vous n'avez pas fait le dossier de demande d'aide financière. Donc voilà un petit peu un tableau qui est récapitulatif, les critères minimaux requis, paroi par paroi, en fait, pour avoir donc les aides financières. La TVA à 5,5, donc si vous respectez en fait ces critères, les travaux sont facturés avec une TVA à 5,5 plutôt que 10% dans les cas de rénovation énergétique ou 20% dans le neuf. Donc pour la TVA à 5,5, ce n'est pas la peine que les professionnels soient agréés RGE. Tous les publics sont concernés, et que ce soit, on va dire, du logement. Il faut que ce soit du logement achevé de plus de 2 ans, donc pas du neuf, mais que ce soit de la résidence principale ou secondaire, la TVA 5,5 fonctionne. Donc voilà, après il y a donc un listing qui a été fait, qui détermine en fait le type de travaux d'amélioration qui sont éligibles à la TVA à 5,5. Les certificats d'économie d'énergie, donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Certains certificats d'économie d'énergie, certaines sociétés proposent donc ces aides-là sans reste à charge pour les copropriétés. C'est donc souvent l'isolation des combles, le calorifugage des tuyaux et l'isolation des planchers bas. Pour le reste, comme ce sont des travaux chers, quand il faut refaire une toiture ou l'isolation thermique par l'extérieur ou le changement des fenêtres, les certificats d'économie d'énergie représentent à peu près 10%. Alors, ces certificats d'économie d'énergie sont attribués par les gros fournisseurs d'énergie qui ont des obligations, c'est-à-dire s'ils n'attribuent pas ces certificats d'économie d'énergie, ils payent en fait une taxe, qui est plus élevée que on va dire de les financer. Donc, MaPrimeRénov'. Alors, MaPrimeRénov', c'est donc l'aide de l'État pour aussi bien les maisons individuelles. Il y a MaPrimeRénov' copropriété. Mais MaPrimeRénov' copropriété fonctionne pour les copropriétés dont au moins 75% des logements sont occupés au titre de la résidence principale. Donc, je suppose peu de copropriétés à Tignes, donc plus de 15 ans, voilà. Donc, je ne vais pas trop, on va dire, m'appesantir dessus, puisque a priori à Tignes, vous n'y avez pas droit. Donc, voilà. Donc, il y a des... ça peut être une aide intéressante pour des copropriétés qui sont plutôt occupées au titre de la résidence principale. Donc, si la copropriété n'est pas éligible à MaPrimeRénov' Copro, elle peut avoir uniquement les certificats d'économie d'énergie. Après, il y a certains propriétaires qui habitent leur appartement au titre de résidence principale. Ils ne sont pas très nombreux, mais s'ils ont des conditions de revenus pas très élevées, ils peuvent, on va dire, avoir des aides individuelles. Voilà. Il y a le programme Savoir Rénov' Énergie qui est là donc pour tout type de logement, propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, pour des immeubles de plus de 10 ans, pour des immeubles, on va dire, dont l'étiquette énergétique est inférieure à D, et avec des conditions de ressources. Donc, suivant les ménages très modestes ou intermédiaires, c'est 30, 20 ou 10%. Voilà. Donc, voilà, je pense qu'on va ensuite. Donc, voilà un peu ça, c'est les niveaux de revenus, on va dire, des ménages. Donc,
Voilà, hein, comment on classifie, on va dire, les ménages. C'est le revenu fiscal de référence, hein, qui vous voyez sur votre fiche d'imposition, qui sert, on va dire, de référence de revenus pour savoir donc à quel type d'aide, hein, il y a une classification donc, avec des seuils, hein, donc de 4 couleurs, hein, bleu, orange, violet, rose, hein, voilà. Donc je vais parler en termes d'aide financière, là qui vous concerne plus, parce que là vous pouvez y avoir droit, même si 75% des propriétaires ne sont pas au titre des résidences principales, c'est les contrats de chaleur renouvelable. Donc c'est ce qu'on appelle le fonds chaleur, hein. Donc le fonds chaleur, c'est un fonds qui est géré par l'ADEME. Donc là, c'est, on va dire, tout ce qui, donc c'est tout. Donc là, l'État attribue une subvention pour tout ce qui est énergie renouvelable à des fins de chaleur. Donc à des fins de chaleur, c'est par exemple pas des capteurs photovoltaïques, hein. On parle beaucoup d'énergie solaire pour la production d'électricité avec des panneaux photovoltaïques. Dans ce cadre-là, c'est pas, on va dire, concerné. Hein, alors là, on va dire toutes les collectivités, entreprises, les copropriétés, que ce soit qui est même une majorité de résidences secondaires, hein, ou de résidences, hein, plutôt à location touristique, hein, peut avoir droit donc à ces aides, hein, à partir du moment où elle peut justifier d'un numéro SIRET. Hein. C'est normalement des aides qui sont pour des collectivités locales, des entreprises, des associations, mais les copropriétés y sont aussi éligibles. Donc, qu'est-ce que l'on subventionne, hein? C'est par exemple le changement de chaudière et la mise en place d'une chaufferie à biomasse, hein, chaufferie granulée aux plaquettes. Ce sont des panneaux solaires thermiques. Alors, les panneaux solaires thermiques, hein, ce sont des capteurs solaires qui font de la chaleur, hein. On expose, on va dire, une surface noire dans laquelle circule un fluide antigel, et c'est ce fluide antigel qui chauffe et qui va venir chauffer votre ballon d'eau chaude sanitaire ou même, pourquoi pas, chauffer les radiateurs. Les pompes à chaleur géothermiques, hein, c'est donc une pompe à chaleur où la source froide de la pompe à chaleur, c'est-à-dire que dans les pompes à chaleur géothermiques, on va refroidir le sol pour chauffer votre habitat avec l'effet pompe à chaleur, hein. C'est le frigo à l'envers, hein. Votre frigo, d'un côté, il fait du froid, de l'autre côté, il fait du chaud, hein, sur l'arrière de votre frigo. Ben là, c'est pareil. C'est comme si le froid de votre frigo, c'était le sol, et le radiateur de votre frigo, c'est le chauffage de vos logements. Des réseaux de chaleur aussi, hein, donc vont être éligibles. Donc là, c'est plutôt les collectivités bien qu'il existe des réseaux de chaleur privés, hein, en station, hein. Donc voilà, et même les aides à la décision, études et AMO. Donc le taux de subvention pour les copropriétés, donc là, ça peut être très intéressant. Ça peut monter jusqu'à 65%. Et en plus, moi, quand je fais, on va dire, les études, hein, sur, par exemple, du solaire, je trouve déjà des temps de retour, hein, de l'investissement solaire sans subvention de l'ordre de 10 à 15 ans. Donc avec les subventions, je descends plutôt aux alentours des 5 à 10 ans, on va dire, de temps de retour de l'investissement avec la mise en place des installations solaires. Donc là, c'est un petit peu tout l'accompagnement, hein. La difficulté, elle est de trouver l'endroit pour bien caser les panneaux solaires sur le bâtiment. Voilà. Donc l'APTV, hein, donc, a embauché une personne qui est, on va dire, spécifiquement dédiée à ces contrats de chaleur renouvelable, hein. Elle s'appelle Amandine Kohler. Donc là, vous avez ses coordonnées. Vous pouvez la contacter. Donc elle est à Moutier, hein, dans les locaux de l'APTV. Donc on va dire les retours d'expérience, en fait, hein, sur Tignes. On va dire, hein, la première copropriété, hein, qui s'est lancée dans une rénovation globale, hein, c'est la copropriété Le Savoie.
Maintenant, elle a les travaux ont été faits il y a à peu près 10 ans. Hein. Madame Kunowski, hein, la présidente du conseil syndical, hein, qui a été donc la motrice en quelque sorte, hein, de cette rénovation, hein, nous a effectivement expliqué un peu tout l'historique, toutes les difficultés. Hein, donc elle a appelé ça un petit peu copro mosaïque, hein, avec beaucoup on va dire de personnes de différentes nationalités, peu de participation aux AG, donc plutôt on appelle ça une copro plutôt très passive. Hein. Un peu l'analyse sociologique, hein, avec pas mal de logements, avec donc des investisseurs qui sont là pour plutôt louer, plutôt pour de la rentabilité, donc qui sont plutôt majoritaires. Quelques résidences principales, mais je crois que c'est 2 ou 3. Et puis les autres, hein, plutôt des apparts pour usage familial, hein, résidences secondaires. Donc contexte en 2010, hein, problème de toiture, fuite, donc observation d'un manque certain d'isolation, la neige fondait sur la toiture. Donc premier objectif, travaux, toiture, étanchéité, plus isolation. Hein, donc la priorité, hein, puisque là effectivement l'immeuble se dégrade en quelque sorte. Hein. Donc à l'époque ils ont fait un audit, hein, donc l'audit a été présenté en AG en novembre 2011. Et donc, ce qui était important, hein, donc de bien présenter à la copropriété plusieurs scénarios, ce qui est d'ailleurs obligatoire, hein, dans les audits. Normalement, c'est au moins 3 scénarios. Donc là, il y en a eu 2, une rénovation de la toiture seule ou une rénovation globale qui avait été présentée à 760 000 € de travaux. Refaire la toiture terrasse, les murs, les planchers, isolation des planchers sur vides sanitaires, sachant que les vides sanitaires sont enterrés. Donc là, c'était travailler sur la périphérie, c'est-à-dire prolonger l'isolation des murs dans le sol. Hein. Et au niveau des planchers bas, c'est plutôt traiter les planchers bas sur cave et revoir, on va dire, la ventilation pour passer le bâtiment d'une classification F à une classification C. Donc voilà un petit peu ce qui a été important. Donc comme il y a pas mal de personnes, hein, qui ne parlent pas français, donc c'était donc de faire des docs traduits en anglais. Voilà, hein, pour bien que toutes les personnes soient bien informées et de prendre le temps au niveau de la décision. Hein, c'est-à-dire si on envoie les documents 3 semaines avant l'AG, hein, qui est un petit peu la date réglementaire, hein, de préparation des AG, ce n'est pas suffisant. Personne n'arrive à bien lire, on va dire, les documents. Donc ce qui a fait en sorte, hein, que le projet aboutisse, c'est aussi les chiffres, hein, qui traduisent quelles seront les charges énergétiques dans 10 ans, 20 ans, avec les différents scénarios qui ont été confirmés, hein, d'ailleurs, parce qu'on voit le prix du fuel aussi, hein, qui était plutôt à 70 centimes d'euros le litre en 2010 et qui est monté à 1,70 € en 2022. Hein. Là, il est un petit peu redescendu, il doit être à 1,20-1,30, hein, à peu près. Hein. Donc, voilà, le fait aussi de pouvoir faire en sorte que la copropriété réalise un prêt copro. Hein. Il y avait donc des prêts aussi à des taux préférentiels, hein, dans le cadre des investissements permettant des économies d'énergie. Donc pas mal de moulinage d'échanges, hein, donc là au moins 3 mois, hein, pour pouvoir en fait, hein, voter les travaux en assemblée générale. Donc assemblée générale décembre 2011, 3/4 des copropriétaires ont voté pour. Donc ce qui a permis en fait, hein, de faire, je crois que ça doit passer à l'article 25, hein, des copropriétés avec une majorité absolue, donc les 3/4 là sont suffisants. Décembre 2012, hein, choix de l'équipe de maîtrise d'œuvre, donc le BE Eneos, hein, qui a été choisi.
donc 2012-2013, donc sélection des entreprises avec 8 lots, à peu près 3 propositions par lot. Et donc, décembre 2013, vote des travaux à 800 000 €, donc un peu plus cher que ce qu'avait dit l'audit. Donc, durée, là aussi, la période des travaux sur Tignes, elle est assez courte. Donc, ça a été fait en 2 ans, visiblement, mai 2013 à octobre 2014. Voilà. Donc, voilà un petit peu le bilan qu'a fait Madame Kounowski, donner suffisamment d'informations avec des délais conséquents de réflexion et d'échange, pas 3 semaines avant l'AG, mais plutôt 3 mois avant. Fournir un dossier étayé techniquement avec choix entre plusieurs scénarios de travaux de rénovation intégrant ou non la dimension énergétique. Donc ici, rénovation de toiture uniquement ou rénovation énergétique globale. Préparer des simulations financières au tantième pour bien individualiser pour chaque propriétaire ce qu'il aura à payer. Mettre en avant l'argument de l'amélioration du confort thermique, doublé d'une diminution des factures d'énergie, et expliquer la dégradation de la valeur patrimoniale du bâti si rien n'est fait au niveau thermique, quel que soit le calcul de temps de retour sur l'investissement. D'ailleurs, donc j'ai eu aussi écho que dans cette copropriété, les logements, quand il y a eu là des transactions immobilières, les logements se sont vendus à un niveau plus élevé que la moyenne sur Tignes. Voilà. Donc voilà, donc maintenant il est C. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit, les bâtiments se vendent mieux. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve dans le graphique que je vous avais montré en début de présentation. Donc avant-après. Donc la suite, donc ça reste un chauffage au fioul, même si effectivement la consommation a plutôt été divisée par 2. Voilà, se pose la question de l'évolution, d'aller encore plus loin. Et quel type d'énergie, on va dire, pour remplacer le fioul. Donc à étudier, on va dire. Voilà. Et la dernière référence, je ne vais pas m'appesantir, voilà, c'est, on va dire là aussi des logements anciens qui datent, on va dire, des années 60, qui n'avaient pas été réhabilités. Là aussi, une rénovation globale, altitude et horizon. Donc 2 bâtiments de 19 logements, aussi chauffés au fioul, montant des investissements de 800 000 €. Donc là, avec une baisse de la facture énergétique de 40%, avec une satisfaction des propriétaires sur le confort et l'esthétique du bâtiment. Voilà. Donc j'en ai terminé.